Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a été reçu en audience par le vice-président de la République, Timokome Eliette Kone, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023. Patrice Motsepe, le président de la CAF, a dit sa fierté face à l'état d'avancement des préparatifs de la CAN ivoirienne. On fera le point avec Viviane Aïma en début de journal. Nous irons à Yamoussoukro, dans la région du Bélier, où ce matin, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental. Pendant 48 heures, les membres du gouvernement dresseront le bilan 2022 de leurs actions en vue de fixer les priorités pour 2023. On en parle dans cette édition. Dans l'actualité internationale en France, ce samedi 12 novembre, 2 bâtiments situés au 44 rue Pierre-Mauroy en plein centre-ville de Lille se sont effondrés. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent un important tas de gravats dans cette rue commerçante du centre-ville. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre pour cette édition. De passage à Abidjan dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a été reçu en audience par le vice-président de la République, Timokome Eliette Kone. Patrice Motsepe, le président de la CAF, a dit sa fierté face à l'état d'avancement des préparatifs de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football qu'organisera la Côte d'Ivoire en janvier et février 2024. Viviane Aïma. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, le grand rendez-vous du football africain. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est présent à Abidjan pour voir l'état d'avancement des préparatifs. Il a été reçu par le vice-président de la République. Le président de la CAF a déclaré sa totale satisfaction. Je vais manifester sa gratitude envers le président Ouattara. Je suis très content pour les échos positifs que je reçois sur les travaux préparatifs de cet AFCON. Les passions qui animent le peuple ivoirien et puis les infrastructures qui sont mises en place. Travailler ensemble avec le président Idriss, le ministre des Sports et le président du COCAN, on est certain qu'on va organiser une meilleure CAN de l'histoire, jamais organisée auparavant. Notre succès de cette CAN à venir, ces fondations, c'est le travail d'ensemble qu'on est en train de faire avec toute l'équipe ici, COCAN, le président de la fédération, le ministère des Sports, et puis nos frères et sœurs, la Côte d'Ivoire. C'est sur cette base-là qu'on va organiser une meilleure CAN aussi. La CAN 2023 se jouera en début d'année 2024. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. À Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, les 5 villes choisies pour accueillir les matchs de la compétition, de grands chantiers de construction de stades et autres infrastructures avancent. Récit de Viviane Aïma hier en fin de journée en présence du chef du gouvernement Patrick Achi. La Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne de football ont signé la lettre de confirmation entre la FIFA et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire. Alexis Ouedraogo. L'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire est désormais actée. Ce vendredi à Abidjan, la CAF et la FIF ont signé l'accord d'accueil ainsi que la lettre de confirmation entre la FIF et le COCAN, entendez comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le COCAN a proposé au gouvernement qu'il a agréé le thème suivant. COCAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Oui, cette CAN doit être pour notre pays l'occasion de magnifier à l'Afrique et au monde sa vocation de terre d'accueil et de rencontre des peuples. Nous entendons démontrer que l'hospitalité n'est pas seulement accueil de l'autre, mais respect et tolérance de l'autre dans sa différence et sa diversité culturelle. L'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de football d'en appeler à l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Nous devons réussir l'organisation de cette CAN 2023 et nous allons la réussir. Nous allons la réussir parce que nous sommes une nation de football. Nous allons la réussir parce que nous sommes organisés, mobilisés et disciplinés. Cette CAN doit être la nôtre. Elle doit être l'opportunité de graver une 3e étoile sur notre maillot national. Cette étape importante qui marque le démarrage effectif de l'organisation de la CAN 2023 est pour le président de la CAF le résultat de l'engagement ferme des autorités ivoiriennes.
Et la Côte d'Ivoire entend faire vibrer le monde autour de cette CAN par un niveau jamais encore atteint. 39 ans après la CAN 1984, il nous revient, plus que de réussir, de porter au firmament la seconde édition qu'abritera notre pays. Un peuple l'attend, une nation le désire, un continent nous regarde, une planète sera à l'écoute. Je sais que nous serons au rendez-vous que nous a fixé l'histoire. Je sais qu'ensemble, nous ferons de la CAN 2023 un moment inoubliable, festif et populaire. Une CAN d'un niveau jamais atteint, un grand moment du football africain sur notre terre de progrès et de joie de vivre, en nous rappelant les mots poignants de l'immense Nelson Mandela. Le sport a le pouvoir de changer le monde, le pouvoir d'unir les hommes, le pouvoir de créer l'espoir. Soyons-en fiers et surtout, soyons-en dignes. Rappelons que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue pour janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. Et en attendant que cette troisième étoile vienne s'agripper au maillot ivoirien, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a d'ailleurs procédé en personne au lancement de la première édition du championnat scolaire africain. C'était au stade Champro de Marcory, en présence des ministres du Sport et de l'Éducation nationale et de plusieurs personnalités du monde du football. Arsène Kouassi et Samuel Metch nous en parlent. La Côte d'Ivoire abrite la première édition du tournoi qualificatif du championnat scolaire africain de football de la zone UFOAB. Du 11 au 13 novembre, les écoles championnes du Ghana, du Togo, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire seront en compétition dans les catégories garçons et filles. Bien avant le coup d'envoi, les présidents de la CAF, de la FIF, ainsi que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation situe l'enjeu de cette compétition réservée aux élèves de moins de 15 ans. Je suis très heureux et très fier de recevoir cette compétition au titre de la sous-région UFOAB. Faites-vous plaisir, que le meilleur gagne. Grâce au championnat de football africain scolaire, nous recevons aujourd'hui plusieurs équipes et je voudrais souhaiter que la meilleure équipe remporte bien sûr la coupe et je prie que cette équipe soit l'équipe de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux jeunes joueurs et joueuses que vous pouvez faire carrière dans le football. Le football est une bonne source de revenus qui peut vous permettre de vous prendre en charge et votre famille. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de Saint-Rita du Bénin à celle de la Côte d'Ivoire représentée par le cours secondaire de Saïwa. Après une première période globalement dominée par les jeunes du Bénin, finalement, c'est en seconde période qu'ils parviennent à trouver la faille sur coup de pied arrêté. Un avantage au tableau d'affichage que les jeunes écureuils du Bénin gèrent bien jusqu'au terme de la rencontre. Chez les dames, l'équipe ivoirienne a également baissé pavillon sur le même score face aux écureuils du Bénin. Au terme de la compétition, le vainqueur de ces éliminatoires empochera la somme de $100 000, soit 50 millions de francs CFA. Et la finale de ce championnat panafricain interscolaire se disputera en avril 2023. Et loin des terrains de foot à Yamoussoukro, ce matin, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental. Pendant 48 heures, les membres du gouvernement dresseront le bilan 2022 de leurs actions en vue de fixer les priorités pour 2023. Le Premier ministre a appelé à plus de rigueur, d'efficacité et de visibilité dans la production de résultats concrets qui impactent véritablement le quotidien des populations. Alexis Ouedraogo. Un peu plus de rigueur, d'efficacité et de visibilité. Voilà le credo 2023 du gouvernement ivoirien. Ce samedi à Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental bilan de l'an 2022 qui doit aussi valider les priorités de 2023. Objectif des travaux, disposer dès décembre d'un programme d'activités structuré et cohérent qui optimise l'exécution des projets prioritaires. La tâche gouvernementale en 2023, qui débute avec ce séminaire, ne sera ni simple, ni douce, ni légère. Elle sera faite d'exigences à assumer, d'obstacles à lever et d'engagements à honorer. Nous n'aurons pour notre action qu'un seul credo, rigueur, efficacité, visibilité. Avec pour obsession permanente la production de résultats concrets, d'actes qui impactent le quotidien des populations
et bien sûr qui apportent des solutions innovantes et rapides à leurs préoccupations comme à leurs exploits. Au terme des travaux, les priorités seront traduites par les ministères en feuille de route pour constituer une matrice de base. Car les défis sont importants, le pays doit bientôt abriter de grands événements internationaux comme la foire commerciale intra-africaine ou encore la Cannes 2023. Les projets sociaux, avec notamment le PS-Gouv 2, qu'il nous faut accélérer de manière à apporter l'accès à la santé, à l'électricité, à l'eau potable, pour toujours réaffirmer la solidarité de la nation vis-à-vis des populations fragiles et permettre leur progrès dans la vie. La poursuite de l'accélération des grands chantiers d'infrastructure, l'amélioration de notre productivité, en particulier dans le secteur agricole, pour assurer notre souveraineté alimentaire et faire de notre pays le grenier de la sous-région. La transformation locale de nos matières premières, l'amélioration du capital humain, l'accélération du développement du secteur privé pour une économie plus compétitive et plus inclusive, à la production des logements sociaux, l'accélération du processus de digitalisation ainsi que celle de l'identification des populations et des entreprises, la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance et la promotion de la culture du résultat. Autre point clé, la couverture maladie universelle qui fera l'objet d'une grande attention en 2023 permettra à l'ensemble des populations d'avoir plus facilement accès aux soins. 3 axes feront donc levier d'accélération et d'amplification, le suivi permanent du taux d'exécution des projets, le recours aux fonds d'études, le renforcement de la communication. Elle doit être plus massive sur nos réalisations qui ne sont pas assez vues, pas assez connues. Elle doit être plus médiatique sur les chaînes de télévision, les radios, sur les réseaux. Elle doit être plus proactive et interactive, ne pas craindre les débats, l'interpellation consubstantielle de la démocratie. Le séminaire permettra, outre mesure, de décliner les projets et réformes retenus en une matrice d'action par district autonome pour permettre aux ministres-gouverneurs de mieux jouer leur rôle de suivi des projets gouvernementaux dans leur zone. Le séminaire gouvernemental qui s'achèvera demain dimanche. Notons également que le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a pris part hier vendredi au FEF. Le FEF, c'est le forum de l'entrepreneuriat féminin. Des milliers de femmes ont pris part à ce rendez-vous qui célèbre l'entrepreneuriat féminin. Les femmes ont été exhortées à croire en elles et en leur potentialité par le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Dans l'actualité internationale, du côté de la France, précisément à Paris, s'est ouvert le Forum de Paris sur la paix, une tribune offerte aux dirigeants du monde pour délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Pour cette 5e édition, le président de l'Assemblée nationale représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Adama Bictogo a porté le message du président de la République au président français Emmanuel Macron, qui présida un panel de haut niveau dans l'après-midi au Palais Brongniart. Je vous invite à l'écouter. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face, nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui s'exprimait depuis Paris au Forum de Paris sur la paix. Et puis, sachez que, dans l'actualité nationale, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste le régime des jours fériés. Le mardi 15 novembre 2022, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.
Avec notre reporter Lancine Bakayoko prenant à présent la direction de l'Assemblée nationale avant l'adoption du budget par la Commission des affaires économiques et financières de l'hémicycle. Plusieurs ministres ont obtenu le quitus des parlementaires. Reportage. 655 milliards de francs CFA, c'est le crédit concédé au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. De son côté, le ministre des Transports Amadou Koné a sollicité 260 milliards de francs CFA afin de poursuivre la modernisation de l'ensemble des activités liées au transport, notamment les infrastructures. Nous avons 4 grandes orientations qui sont l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des services de transport, le renforcement de la sécurité et de la sûreté des transports, le renforcement de la compétitivité et de la facilitation des échanges économiques et commerciaux, l'amélioration de l'accès des populations à des services de transport de qualité. Le ministre Mamadou Sangafoua des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a défendu un budget de 306 milliards de francs CFA. Il s'agit de couvrir les besoins nationaux et régionaux en produits pétroliers et gaziers et fournir aux populations de l'énergie de qualité et à coût compétitif. Ce sont 218 milliards de francs CFA qui ont été attribués au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le département des ressources animales et halieutiques a obtenu un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Souleymane Diarasouba du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, lui, s'est vu accorder 34 milliards de francs CFA à affecter aux activités de production et de lutte contre la vie chère. Les objectifs stratégiques sont une activité commerciale moderne, développement du commerce extérieur, les activités du secteur industriel sont redynamisées, les PME et les secteurs de l'artisanat sont également développés. Quant à Bruno Nabagné Koné de la construction, du logement et de l'urbanisme, son enveloppe est de 91 milliards de francs CFA. Nous sommes dans un environnement de densification de l'habitat. Nous avons jusqu'à présent été dans un habitat qui était plutôt du rez-de-chaussée, du R+1 dans beaucoup de cas, c'est-à-dire des duplex. Et depuis quelques années, on peut le voir surtout dans les nouveaux quartiers, les élévations au-delà de R+4, R+5. Pour Bruno Nabagné Koné, les activités prioritaires sont entre autres le renforcement des outils de planification urbaine, la sécurisation du foncier, la politique de rénovation urbaine et la maîtrise de l'expansion géographique de nos villes. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 11 novembre 2022 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 414 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 5 guéris et 0 décès. À la date du 11 novembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 851 cas confirmés, dont 87 007 personnes guéries, 829 décès et 15 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 647 611. Le 10 novembre 2022, 81 458 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 449 238 doses du 1er mars 2021 au 10 novembre 2022. Et dans le fil de l'actualité, cette rentrée judiciaire 2022-2023 de la Cour d'appel d'Abidjan, Henriette Naye-Sori, magistrat hors hiérarchie, est le nouveau procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Une audience marquée par la traditionnelle installation de prestations de serment des magistrats. Audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan, présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile. Godefroy Kambawa nous en parle. Après 27 ans de carrière dans les instances judiciaires, Henriette Naye-Sori, magistrat hors hiérarchie, est le nouveau procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Elle est installée dans ses fonctions au cours de la rentrée judiciaire 2022-2023 qui marque le début des activités juridictionnelles pour les 10 prochains mois. À sa suite, des magistrats affectés à d'autres juridictions de l'intérieur du pays ont prêté serment devant leur père. Je le jure. Je joins Ulrich Silver. Je le jure. Madame Assibrou Nadège. Je le jure. Un engagement pris sous le regard attentif de la tutelle, le garde des Sceaux,
Sansan Kambile, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le nouveau procureur général s'engage à œuvrer pour un bon fonctionnement et au rayonnement du système judiciaire ivoirien. Le procureur général est garant de l'ordre public, garant des libertés individuelles et garant des libertés publiques. Et tous ceux qui auront maille à partir avec la loi trouveront un refuge dans le procureur général. Je compte me mettre dès à présent au travail, mettre au service de la population toutes mes compétences pour assurer la tranquillité des citoyens dont j'assure la garantie. Pour le président de la séance, 3 975 arrêts ont été rendus au cours de l'exercice 2021-2022, ce qui leur a valu le premier prix national d'excellence du meilleur greffe de l'année 2022. Une dynamique à maintenir selon le nouveau procureur général qui est désormais la première femme à occuper cette fonction à la cour d'appel d'Abidjan. Dans le domaine de l'éducation, des élèves issus de familles vulnérables de la commune d'Abobo pourront cette année emprunter les chemins de l'école sans avoir le souci de cahiers manuels scolaires grâce à l'aide de la fondation Children of Africa, du groupe Carré d'Or et de la CEDEAO. 1500 kits scolaires leur ont été distribués. C'était en présence du maire de la commune, Candia Camara. Les bénéficiaires se sont engagés à travailler avec ardeur, mieux à cultiver l'excellence. Khalil Diomandé, Franck Quadio. 1500 kits scolaires au profit des élèves de la commune d'Abobo, issus de familles vulnérables. Cette action de solidarité est portée par le conseil municipal avec l'appui de 3 organisations, à savoir la Fondation Children of Africa, le groupe Carré d'Or et la commission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. L'initiative vise à alléger les dépenses des parents d'élèves et permettre aux enfants d'aborder l'année scolaire en toute sérénité. Merci maman Kandia de nous avoir donné les kits. Je te promets qu'on va bien travailler à l'école. Notre DREN s'associe aux parents soulagés pour vous remercier de tout cœur. Soyez rassurés de notre indéfectible soutien en faveur de l'éducation. Chers enfants, vous représentez la Côte d'Ivoire de demain. Vous devez saisir l'opportunité qui vient à vous en ce jour pour mieux appréhender les défis futurs et ce qui se dessineront tout au long de votre parcours. Portant la voix de ses administrés, le maire Candia Camara salue les efforts des partenaires, en l'occurrence la Fondation Children of Africa, dont les nombreuses initiatives contribuent au rayonnement du système éducatif à Abobo. On se rappelle encore de la venue ici de Madame la Première Dame pour inaugurer une école primaire d'excellence. Merci à Madame la Première Dame de se préoccuper de la vie des populations d'Abobo en offrant de nombreux kits scolaires pour que l'année scolaire pour ces enfants soit une réussite. Depuis l'entame de l'année académique 2022-2023 à ces jours, au total, 41 848 kits scolaires ont été distribués par le conseil municipal d'Abobo. Voilà, des tout petits, heureux de recevoir ces kits scolaires. Le Rotary Club International fait aussi parler son cœur en offrant des bourses scolaires aux enfants en situation précaire, une aide qui consiste en un apport financier à la scolarisation d'enfants et de jeunes issus de familles démunies. Reportage. Le Rotary Club International soulage des élèves démunis. Environ 3 millions de bourses d'études octroyées pour les accompagner dans leurs études. C'est vraiment une très belle initiative car elle pousse les élèves à fournir encore plus d'efforts qu'ils ne fournissent déjà. Et cela nous permet de pouvoir être au même niveau que les autres, comme par exemple acheter des documents, pouvoir suivre un peu comme tout le monde. Dieu ne nous a pas donné seulement qu'un seul sens. Nous avons plusieurs, donc l'important c'est de ne pas abandonner, de travailler encore plus. Je tiens à remercier le Rotary Club d'Abidjan. La remise des bourses nous permet de pouvoir encore plus nous mettre au travail. La présidente du Rotary Club International exhorte les bénéficiaires au travail. Cette initiative s'inscrit dans le domaine de l'éducation, l'alphabétisation et de l'éducation de base. Dans le cadre de l'alphabétisation et de l'éducation de base, nous avons des actions que nous réalisons, notamment l'action bourse. Donc l'action bourse, c'est pour aider nos enfants qui sont très brillants à l'école, mais qui sont issus de milieux défavorisés. Ce qu'on peut leur dire, c'est de continuer à travailler, persévérer, redoubler d'efforts et toujours viser l'excellence. Le Rotary Club International a mené plusieurs actions humanitaires diverses en Côte d'Ivoire.
Il soutient les enfants issus de familles défavorisées à travers des dons. Reportage de Wilfried Quoi, commenté pour vous par Abou Sanogo. Si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, la 7e édition des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles est ouverte depuis jeudi dernier. Elle offre l'occasion aux acteurs du secteur de la petite transformation des produits agricoles qui contribuent à l'industrialisation de notre pays de montrer leur savoir-faire au monde. Organisé par le CDT, le Centre de démonstration et de promotion des technologies et ses partenaires, l'événement a été ouvert par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Reportage signé Jean-Louis Bambo. Vous avez ici du djumblé assaisonné, donc déjà prêt à l'emploi, avec de l'acmi, du piment, du cablé et d'autres épices africaines. Vous avez ici la pâte d'arachide saveur acmi. Ici, j'ai le beurre de cacao mélangé au beurre de karité qu'on a obtenu à base de la noix de cacao et la noix de karité. Des produits typiquement locaux obtenus après transformation de produits agricoles ou produits du terroir. Pendant 3 jours, la cour du Centre de démonstration et de promotion des technologies, CDT, servira de hall d'exposition de ces produits made in Côte d'Ivoire. Les journées des métiers de la transformation sont l'occasion pour les petits transformateurs agricoles de se mettre en valeur. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, déjà c'est pour nous faire connaître, deuxièmement, pouvoir mieux faire, obtenir peut-être une certaine chance de pouvoir avoir du matériel pour pouvoir mieux faire nos produits. Des préoccupations que les journées des métiers et de la transformation s'attellent à régler. Il faut qu'il y ait une alternative à l'importation de machines étrangères. Donc nous, c'était notre partition, c'est de rendre nos équipementiers visibles, de les connecter à un certain nombre de choses qui puissent les rendre plus performants. Pour la Côte d'Ivoire qui veut passer du statut de pays agricole à pays industrialisé, ces JMT se présentent comme une occasion de vulgarisation de la culture de la démarche qualité. La qualité n'est pas négociable. Lorsque vous vous engagez dans une activité pour en assurer la rentabilité, la pérennité, vous devez mettre la qualité au cœur du processus de fabrication de votre produit et le respect des normes. La démarche qualité pour la petite agro-industrie, tel est le thème de cette 7e édition des JMT, parrainée par le directeur général du port autonome d'Abidjan. Outre les expositions d'agrotransformateurs et les produits d'entreprises et PME fabricants de machines, cet événement est marqué également par des rencontres B2B et des signatures de partenariats. Une question à présent, que vous inspirent les termes suivants, espace américain ou American Corner? Ce sont de petites unités documentaires spécialisées sur les États-Unis. Conçues comme des structures souples émanant des ambassades américaines, ces centres travaillent en partenariat avec les autorités et institutions locales en mettant à disposition des programmes de formation dans divers domaines d'activité. Cela fait 60 ans qu'ils existent, un soixantenaire qui a été d'ailleurs commémoré. Souleymane Denisangui, Abou Sanogo. La remise de cette imprimante, outil performant de dernière génération, témoigne de la volonté de l'État américain à renforcer les capacités des formateurs dans ces différents espaces. À l'occasion de l'anniversaire de 60 ans de coopération bilatérale, formateurs et auditeurs se disent satisfaits du chemin parcouru. Les espaces américains sont un hub au niveau de la culture américaine, mais aussi le brassage qui permet la bonne entente, la bonne collaboration des deux pays. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons bénéficié, je vous dis, gratuitement et gracieusement de tous les outils que ce centre-là nous a permis d'avoir en leadership, art oratoire, développement personnel et entrepreneuriat. Moi, je suis heureuse. Si je peux parler de leadership, je peux parler de développement personnel, d'art oratoire, de stratégie. On ne peut que dire merci à l'ambassade des États-Unis, au département d'État, qui ont pensé à implémenter les espaces américains en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest francophone à bénéficier de cette coopération. Ces 60 ans ont révélé que dans les centres américains où on rencontre une vie associative très pointue, on y découvre de beaux exemples d'hommes d'affaires qui ont réussi, de brillants ingénieurs, de brillants avocats, de brillants économistes, de brillants hommes d'affaires. Et dans ces centres-là, on a toute la documentation pour tirer profit. Après la coupure du gâteau marquant cette commémoration, l'ambassadeur américain
Richard Kabel fixe quelques perspectives. Je me réjouis, c'est la participation active, le travail, comme soulignait Monsieur le ministre-gouverneur, des participants. C'est ce travail-là qui vraiment donne de la valeur au programme que nous offrons. Nous allons faire de notre mieux pour augmenter davantage ce programme à travers le pays. Le tout premier espace américain a ouvert ses portes en 1962. Depuis lors, le réseau s'est étendu dans plusieurs villes, notamment Abidjan, Yamoussoukro, Tiassalé et Bouaké. Et dans l'actualité internationale, le Tchad qui échappe aux sanctions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors d'une session extraordinaire tenue hier vendredi 11 novembre à Addis Abeba. Les 15 membres devaient pencher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition où le président de la commission de l'organisation, Moussa Faki, demandait de sanctionner les autorités tchadiennes. Pas de consensus après plus de 2 heures de débat sur la question. Le président de la commission de l'organisation, Moussa Faki, n'a pas été suivi par les États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Seuls 3 pays ont soutenu la demande de sanctions contre le pouvoir tchadien. À noter également que l'Afrique du Sud n'aurait pas pris position. Toujours dans l'actualité internationale, on termine avec la France où ce samedi 12 novembre, 2 bâtiments situés au 44 rue Pierre-Mauroy, en plein centre-ville de Lille, se sont effondrés. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent un important tas de gravats dans cette rue commerçante du centre-ville, duquel, selon les observations, se dégageait encore un nuage de poussière. Pour l'heure, on ignore s'il y a des blessés. Les pompiers sur place ont procédé au bouclage du périmètre. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.